Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Psychologie clinique et culture. La psychothérapie en question. L'amour de Psyché, envie et gratitude des psychologues cliniciens. Jean-Pierre Martineau. Mutos, la démonstration psychique. Le mythe Eros et Psyché, référé au texte d'Apulee, Landor ou les Métamorphoses, peut être considéré comme le récit anasémique, source de l'amour de la psychologie, de l'inclination psychologique, de la psychologie clinique. On retiendra particulièrement le caractère ailé d'Eros comme de Psyché, la référence au monstrueux, la double servitude de Psyché, au palais d'Eros puis en celui d'Aphrodite et son travail d'affranchissement, d'émancipation c'est-à-dire d'autonomisation psychique contre l'ordre préétabli, l'establishment des dieux, contre la jalousie d'Aphrodite afin de se sentir être au-delà de l'emprise des sens comme de l'instrumentalisation, en réarticulant L', l'imaginaire et le symbolique, le sensuel et le fonctionnel, le corps et le code dans des actes de passage, désobéissance, transgression, qui attestent sa dépendance mais libèrent la consignation amoureuse. La gouvernance d'Eros et d'Aphrodite en révélant d'autres façons d'aimer, in absentia par représentation et non plus in presentia par possession, consommation, jouissance. La peinture pompéienne figure Psyché en petite fille ailée comme en papillon, et jouant avec des amours ailés comme elle. Eros fils d'Hermès et d'Aphrodite, elle-même engendrée par les organes sexuels d'Ouranos tombant dans la mer après avoir été tranchée par Cronos, et lui aussi représenté comme un enfant souvent ailé portant par sa torche enflammée ou ses flèches, le trouble dans les cœurs. Ces allégations de l'infantile font référence à la juvénilité des héros, mais aussi à la suggestion, aux joues qu'Aphrodite voudrait leur imposer. Les battements d'ailes signent la passagère accent aigu des élans amoureux comme du souffle psychique, l'exquis allaitement du corps s'émouvant, l'investissement volatile, le caractère volage, la fugacité, l'éphémérité qui s'opposent à toute mise en demeure. Cette légèreté s'adjoint à la beauté si prodigieuse, attractive et énigmatique qu'elle a valeur d'avertissement des dieux et reste à déchiffrer. C'est étymologiquement le sens du verbe moner qui donne monstrum. Il faudrait dire beau monstre, monstre synthétique selon Fongaro. 1980. Beauté plus qu'humaine de Psyché qu'on venait admirer mais qu'aucun ne consentait à l'épouser. Beauté d'Eros présentée comme un monstre par l'oracle qui lui destina Psyché. Ces beautés à l'instar des variations de l'amour et du psychique, font penser en s'opposant par leur caractère plurivoque voire équivoque. Pensons au chant des sirènes, aux énigmes de la Sphinge, au sourire de la Joconde ou de Saint Jean-Baptiste peint par Léonard de Vinci, à ce qui est seulement naturel mais aussi aux certitudes de la raison, l'univocité. Elles avertissent, elles en appellent d'une autre réalité, disons-la psychologique, qui rend l'être sensé, ce qui ne veut pas dire seulement rationnel mais doit être entendu comme pouvant trouver créer, donner recevoir du sens, dans la triple acceptation du terme. Vivre à bon escient sensément. Les psychistes messagers de cet appel sont parfois considérés comme des monstres suscitant une angoisse d'attraction. Ils séduisent, ils ne sont pas à leur place, ce qui est au moins reconnaître qu'ils prennent place, ils sont partout, ils ne décrochent pas. Gaillard 2002. Ils vont être taxés comme les monstres pour leur cynisme, leur sophisme qui ruine la certitude de la raison, comme êtres mêlés, bariolés, à l'instar d'Arlequin, circulateur, NEM 0 1975, protéique, en référence à la totipotentialité métamorphique du dieu Proté, sans épaisseur et donc sans aplomb en dépit et peut-être à cause de leur neutralité qui n'est pourtant pas indifférence, ni impassibilité de leur invariance qui n'est pas fixation. À l'instar de ces animaux énigmatiques, chouettes, chats. Dans certains tableaux Conferbaltus Léonore Fini, il montre un autre angle de vision, grain résistant aux agrégations, à l'homogénéisation, il figure l'altérité, l'étrangeté en soi-même et pour autrui de la subjectivité. Ce que faisant le psy comme le monstre, est de passage et lui-même passage, Gémaïos. 1980 page 412, disons porteur, lat, gérer, grec, phorique, celui qui supporte la passagère accent aigu. Les servitudes. La trajectoire émancipatrice, subjectivante, initiatique de Psyché signale deux servitudes. À l'imaginaire, à la confusion des corps dans leur palais d'Eros, puis au symbolique, à l'exécution des codes dans le palais d'Aphrodite,
qui sont autant d'écueils pour une psychologie clinique qui ne parviendrait pas à articuler ces deux registres au réel pulsionnel et à la recherche de l'écart transcendant, parole, acte, position, par lequel l'homme affirme sa responsabilité de l'humanité en lui. Au palais d'Éros, Psyché ne supporte plus la jouissance sans nom, l'amour indistinctement, les sensations et les reflets, éclats, confusionnants, la non-figurabilité des désirs, un monde sans limite, d'excitation, d'instantané, disons l'insolation. Il lui faut abandonner la jouissance pour soutenir son désir de regarder, connaître le visage de son amour, ne plus être éclipsée, passive, identifiée à l'objet d'un fantasme. Au palais d'Aphrodite, Psyché est ensuite soumise à l'opacité des agents, instrumentalisée, réduite à l'exécution de tâches toujours plus inhumainement insensées, le symbolique, au sens des opérations de rangement, de prélèvement indirect, de laine des moutons sauvages, de fouissement, de remontée jusqu'à la source des fleuves infernaux, tourne à plein régime, fièvre méthodologique, performance de la scientification. Psyché est au bord de la déréliction, du suicide et sauve sa dignité en brisant le cercle de sa servitude, en se servant de ce flacon supposé assurer l'immortelle beauté. En quoi dans ces deux servitudes, dorée puis désolée, Psyché reste dans l'attraction du visuel, à la fois le plus synthétique et le plus discriminant de nos sens, médium des illusions fantasmagoriques comme de celles de l'objectivation. Tout comme Aphrodite, elle n'arrive pas à sacrifier ni sa beauté ni sa jeunesse, elle reste incastrable, elle ne fait pas confiance à la parole. Il est facile de rapprocher de ces deux dérives de Psyché des positions de psychologues dans l'institution. Les uns du côté du penchant du transfert comme résistance, de l'empathie, les autres du côté de l'expérimentation, de l'objectivation, de la résistance au transfert, mais aussi des courants de pensée qui s'opposent catégoriquement. Psychologie clinique ou cognitive, subjective ou objective, approche idiographique ou nomothétique, herméneutique ou athéorie. Souhaitons-nous de ne pas le payer d'un endormissement quasi létal, ou bien alors que d'autres amours, Eros transformé versus Philia ou Agapé, capable d'aimer in absentia, à distance, en confiance, capable de transcender la dépendance à l'autre sans la nier, des amours qui au moins dans le champ de l'activité professionnelle visent le being, avant le doing, le to like, plutôt que le to love, viennent nous réveiller et transformer la subjugation en conjugaison, intersubjectivation. Voyons dans la consécration par Zeus accédant à la demande d'Eros qui se reconnaît manquant, et par Aphrodite réconcilié donc levant l'hypothèque qui consignait son fils et sa belle-fille en enfance ou en amour clandestine, la décision qui leur fait quitter les Phébis et prend acte de leur maturité, pourquoi ne pas dire de leur citoyenneté. Considérons en effet que depuis leur ancrage historique dans l'université en tant que filière autonome, voici près de 60 ans, et du fait de l'importance du nombre de psychologues praticiens en titre, estimé à 30 000 par le SNP, dont 56% de psychologues cliniciens. Confère. Giglione, 1998. Un seuil critique d'audience nationale a été franchi, et que ces psychologues ont donc quitté les Phébis pour exercer leur profession en pleine citoyenneté. Au terme de la formation professionnelle initiale, il faut entendre non seulement première, fondamentale, basique, mais aussi initiatrice, mutative. Il nous faut réussir ce passage, investir un titre et un statut, une dette et une promesse, inscrire son travail dans les compétences fonctionnelles qui définissent le métier et se sentir soutenu et protégé par la profession, pour accomplir son travail citoyen avec le peuple, Demos Psy. Pour cela, il faudra parfois en découdre avec différentes formes de l'envie mais aussi compter sur la gratitude. Demos, ni Xénos ni Barbaros. Reconnaître aux psychologues cliniciens un certain génie des procédés symboliques, dans un contexte démocratique, populaire implique de se méfier des démiurges, des gouvernants comme des démagogues, de celui qui ne s'autorise que de lui-même comme de celui qui se réduit à l'agencialisation des chasseurs de performance et des exploitants, du légalisme procédurier, de l'étatisme, sumus jus, summa injuria, comme de la fureur de l'objectivation qui vise la désobjectalisation. Si la vie dans la cité nous oppose à des adversaires, voire à des ennemis, à des étrangers avec qui on peut encore parler, xénos, débat et combat, cela tient à cette part de haine chevillée à l'humain et au désir de conquérir une place et de la protéger. Il faut distinguer cela de la barbarie, du charabia, de l'inintelligible, de la passion du mal, de la haine extraordinaire même et peut-être surtout quand elle s'habille à l'ordinaire,
du librement consenti avec les prérogatives de l'establishment, alliées au pouvoir des masses, de la rumeur et même parfois des majorités. Occuper tout à place possible, tout prendre ou tout détruire, c'est sous l'empire de l'envie, provoqué par un vide intérieur, psychique, s'attaquer à ceux qui appartiennent à la même espèce humaine, à ceux qui habitent une culture, gagnée par la gratitude, le sentiment de la dette pour les grâces qu'ils ont reçues et celles qu'ils peuvent transmettre. L'avidité à l'égard de l'objet que l'on veut détruire ou endommager, la rage destructrice, glaciale ou furieuse, mélange cruauté et bêtise, exactitude et bestialité, s'attaque à la vérité singulière, au juste comme au bien commun, ce qui n'a pas de prix, qui ne peut être acheté, possédé. La diffamation, la propagande médisante, la rumeur calomnieuse, la manipulation dégradante tendent à isoler la victime, à la désespecer, à la dénuder, à la couper de son histoire, à l'empêcher de sentir, de penser, de rêver. Nous sommes redevables à Y. Prigent 2003, de nommer la cible de l'envie. Dignité et honneur instituant l'éthique, entendons ces valeurs du narcissisme de base, procédant de l'identification primaire, de notre assise, de notre équilibre et de notre démarche d'homo viator. Haddad 1995 sur un sol cultivé, solation au sens mis en exergue par Arendt. Qu'est-ce qui retient le geste destructeur et souvent contagieux de qui sème la terreur, l'horreur? Les cris de ceux qui sentent la menace de l'annihilation, de ceux qui sentent qu'au-delà de leur propre vie on s'attaque à l'enfance, au féminin, à la dignité de l'ancien? Qu'est-ce qui empêche de basculer du combat légitime, dans la barbarie? C'est ce que révèle la lampe de Psyché. Le visage humain de l'amour, le figural humain. Un geste d'autonomie psychique, un moment présentiel, Stern 2004. Une rencontre qui ne dénie pas l'impossible et pourtant nécessaire dépendance à l'autre, ASKOFARE La Paire Sauret 2003. Ce moment de grâce, du geste qui relève, élève, qui allège le mouvement brutal, pesant, qui causerait la défiguration procède d'une grâce reçue plus lointaine que l'interdit civilisateur. Il constitue moins un acte d'autonomie par rapport aux pressions pulsionnelles qu'une réponse faite à la dépendance absolue de l'être en détresse. Une réponse aux besoins du moi, dirait Winnicott. L'envie nourrit des tentatives d'autonomie paradoxale en déni voire forclusion de la dépendance à l'autre vécue comme effondrement, chaos, annihilation. Il procède du défaut d'intégration de ces éléments moteurs et sensoriels qui constituent le narcissisme primaire, auquel s'adjoint le sentiment d'exister. L'envie procède encore de la rupture de la continuité d'existence, continuity of being, troublée par une mère environnement défaillante à cette période de la toute petite enfance, infancy, qui requiert une dépendance absolue pour soutenir le moi émerge. Il en découle que les événements fonctionnels qui sollicitent les pulsions ne peuvent advenir en tant qu'expérience intégrable par le moi. Winnicott a clairement et fermement distingué les besoins pulsionnels, du ça, et les besoins du moi dont le paradigme est le besoin d'être porté. Un grand nombre de conceptions erronées proviennent de la lenteur de quelques-uns à comprendre que les besoins d'un nourrisson ne se réduisent pas aux pressions pulsionnelles, aussi importantes seraient-elles. Le développement du moi du nourrisson dans sa totalité présente des besoins qui lui sont propres. On peut dire ici de la mère qu'elle ne laisse pas tomber son nourrisson, bien qu'elle doive le frustrer dans le sens où elle satisfait ses besoins pulsionnels. Winnicott cité par J. P. Lehman 2003. La carence des besoins du moi constitue moins une frustration, engendrant la colère par exemple, qu'une privation qui provoque une distorsion du développement précoce et de la croissance du self. L'incapacité à désirer, le sentiment de futilité, l'angoisse de désintégration et de vide intérieur en procèdent et nourrissent cette barbarie qui sème la désolation et la désintégration de l'autre, d'autant plus que la carence de l'identification primaire grève l'empathie, l'accès au visage humain, à la parole ou à tout acte d'exception, tel que l'enfant en nous les requiert. La distinction winnicottienne des besoins du ça ou de la relation au ça, idée relationship, et des besoins du moi ou de l'ego relate Retes, les premiers concernant la mère objet, les seconds la mère environnement, permet de comprendre le paradoxe de l'autonomie au sein même de la dépendance et ses avatars maturants et invalidants. Dans un contexte socioculturel hypermoderne, au sens de Lipovetsky S. et Charles S. 2004, où à défaut de repères axiologiques les axiomes du marché, de l'efficacité et de l'individualisme sont acceptés comme vrais sans démonstration, depuis que s'est évanouie la trilogie des aïeux et des dieux les plus vieux,
des cultures ancestrales au sens de M. Serre. 2001 remplacé par le pouvoir de l'administration, des scientifiques et des médias ibidem. En ce monde sans limite où se côtoient insolation, veille permanente, transparence, externalisation, objectivation, accélération, et désolation, cynisme, égoïsme, possessivité, désubjectivation, désobjectalisation, agentialisation, faillite du sens commun, suprématie du tout ou rien, rejet du réel ou profit du virtuel, promotion du encore plus. ADES, Le Joyeux 2001. De la jouissance et du sujet brut au détriment du désir, fut-il refoulé, de la complexité et de la conflictualité de la dimension psychique, Sémellement 2002, J.P. Lebrun. 1997 à 2001. Dans ce monde donc irrité, excité par l'exacerbation du ça, il est utile de s'interroger sur la promotion de l'autonomie de la personnalité, inscrite dans le décret numéro 91 à 129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière. Que ceci implique la symbolisation des castrations successives opposées au désir de l'enfant, ne pas céder à tous ses désirs, si bien éclairé par F. Dolto, il y a consensus. Taille, coupure et entaille, trait, greffe, dans l'efflorescence pulsionnelle fortifie la croissance et sont constituantes de la dimension psychique. Mais ceci n'est pas antinomique de la dépendance, des soins et du soutien qui répondent aux besoins du moi, ne pas laisser tomber, attachement sécurisant, quiétude, sollicitude, à la croissance du self. L'autonomisation, l'exception, la transcendance, le dépassement de soi, au sens de l'Ofabung, n'implique pas l'annulation, la privation des besoins du psychosoma de l'enfant. L'allant se fonde dans le bien portant. Celui qui fait l'important, tentant de subvenir par lui-même en satisfaisant momentanément, répétitivement, toujours plus les besoins du ça pour s'autocalmer, est souvent celui qui n'est pas bien portant, qui se porte mal, qui n'est plus ou mal porté. L'inflation, l'enflure du narcissisme adulto-centré signe la souffrance du narcissisme infantile ou primaire contemporain de la constitution du moi. Les pathologies narcissiques versus repli sur soi, désinvestissement du monde, sentiment de futilité, envie de rien ou versus surestimation, idéalisation, investissement grandiose, dépression et addiction, pathologie de l'agir et du corps, surinvestissement de la réalité perceptivo-motrice, recherche de sensations, atteste l'échec de l'introjection de la fonction maternelle protectrice, une négligence de la dépendance infantile, un déficit de confiance, de fiabilité, d'empathie, d'expérience de la mutualité, de communication silencieuse avec la mère, environnement prémisse des grâces dispensées par le bien commun. Ce qui est hors de prix, non possédable mais au bénéfice de l'ego-relatedness. Ethos, la névrose infantile. Dans une société qui fabrique des néo-dépendances attachées aux besoins du ça, et qui dans ses mesures de protection et de réparation des personnes vulnérables, personnes âgées, femmes, enfants, fous, figures emblématiques de la dépendance fondamentale, signe sa négligence voire sa phobie de la dépendance originelle, les psychologues cliniciens me paraissent convoqués à instruire et à gérer non pas seulement la névrose de l'enfance ou de L', âge adulte, la névrose de transfert, mais la névrose infantile, FGUTGNARD 1996, sa transversalité parmi les cliniques catégorisées par âge ou pathologie, autrement dit la passagère TE accent aigu de l'infantile. Dans la concurrence des formations cliniques, j'entends certains proclamer la vieillesse est l'avenir de l'homme. C'est une boutade mais elle est triviale, c'est-à-dire rebattue du repassage, sans advenir. Pourquoi pas, avec Aragon ce qui est plus poétique, la femme est l'avenir de l'homme. Non, il me paraît plus juste de constater que la manière la plus courante, mais aussi la plus aventureuse et créative de s'affranchir sans nier la névrose infantile, en se projetant dans l'avenir, les auteurs cliniciens qui à différentes époques ont dépassé la gouvernance psy pour accéder à une audience populaire, car la psychologie d'intention scientifique n'est pas indifférente à la psychologie du sens commun ni non plus aux questions instruites par la psychologie philosophique. Winnicott, Dolto, hier, RUFFOT, CYRUIJNIK, aujourd'hui, toute proportion gardée, sont des médiateurs de l'infantile. Qui ne se souviendrait pas de Lebovici avec sa figure imposante, son âge avancé,
mais aussi sa délicatesse jubilatoire, s'adressant aux petits canailloux. Depuis de nombreuses années, les terrains de stage et les thèmes de recherche choisis par le plus grand nombre des étudiants de psychologie clinique, les créations de postes de psychologues cliniciens les plus nombreuses concernent le domaine infanto-juvénile, auquel s'attaquent ceux qui veulent arraisonner la psychologie clinique en l'énucléant d'une connaissance de l'infantile. Or, c'est en raison de celui-ci que pour nous la psychologie clinique ne se détaille pas, ni en fonction des âges, ni en fonction des crises existentielles, ni en fonction des pathologies ou des handicaps, ce qui ne veut pas dire qu'elle est sans limite. Bien au contraire, car l'infantile constitue le fil rouge, attracteur, conducteur, de la pratique clinique entendue comme mise en travail psychique de symbolisation. Il faut entendre que l'autonomie subjective et la compétence sociale, la restauration d'une historicité individuante à même la souffrance et l'angoisse, sont fonction des limitations imposées par l'ordre symbolique. Les tailles et les greffes des rameaux de l'infantile préforment l'arborescence de l'appareil psychique avec ses cicatrices et ses potentialités créatrices et désaliénantes. Mes maîtres enfin qui n'avaient rien d'enfantin, savaient manifester douceur, fantaisie, capacité d'étonnement et de jubilation. Ils étaient en dialogue permanent avec l'infantile. Bien entendu, cette disposition, qui n'est jamais posture, n'est pas une prérogative des spécialistes de la petite enfance, ni de la jeunesse. C'est du ressort de la névrose infantile, au sens de Freud, Lebovici, Leclerc, Stein, Guillaumin qui n'étaient pas nécessairement des spécialistes de l'enfance mais au service de la science vive qui naît fille, au sens de Serre 2004. Page 51. La névrose infantile correspond à une structure qui relie entre elles les identifications impossibles et cependant irrénonçables, Guillaumin. 1983. Elle est aussi la névrose de l'enfant intérieur que par l'inconscient infantile nous conservons en nous, et par la médiation de laquelle l'enfant d'autrefois, comme aussi bien le spectacle de l'enfance autour de nous, nous reste ou nous deviennent intelligibles, en particulier dans l'approche psychanalytique, ibidem page 30. Elle ne correspond plus que de très loin à l'acception médicale de névrosé. Elle constitue la base, la charpente, toujours vivante et indestructible comme l'inconscient, de l'organisation de la personnalité dans sa continuité de l'enfance à la vie adulte. Il s'agit d'une réalité structurelle, clinique et théorique, ibidem page 80. Disons la base de la réalité psychique frappée du sceau de la dépendance fondamentale. Je ne pense pas trahir la vision de Guillaumin en considérant que l'heuristique des effets de transfert qui vectorise le travail du psychologue clinicien tient à sa considération de l'infantile ainsi entendu, et que si l'inconscient ne connaît pas le temps, c'est qu'il reste infantile. Aussi le psychologue clinicien qui se penche sur l'être-alité, clinicos, ne voit pas tant un malade, mais l'infantile du sujet habité par la question, m'aime-t-on d'ailleurs ? J.L. Marion 2004, qui lui confie sa dépendance et son visage. Considérons cette scène paradigmatique de notre métier avec gratitude, ce qui ne signifie pas adorer ça mais l'apostrophe aimer bien, to like, beloved. Ce n'est pas une forme tempérée, mièvre du to love, mais cette forme de l'amour, agapé, qui allège, soulève, transcende la pesanteur de la dépendance. À l'instar de Psyché, le clinicien souffle sur l'enfance non pas tant pour calmer sa souffrance mais pour l'élever à part, la parole qui attache, connecte, mais aussi propulse, éclaire. CF. Est la double acceptation de la racine grecque. Fa phe accent aigu, parler et éclairer. Ce qui implique une présence intense et une légèreté du dire, Sibony 1992 page 243, comme il convient à l'acte d'interpréter par lequel se définit le mieux la compétence du psychologue clinicien. Quel clinicien au temps de la société psychothérapeutique ? Plaidoyer pour un clinicien du lien social. Marie-Jean Sauret. Argument. L'époque contemporaine est celle de la mutation du savoir en technosciences gérant le moindre espace de la vie quotidienne. La psychothérapie y est présente comme un savoir d'expert, invité à participer à la commercialisation du bien-être. Elle contribue à l'accueil des sujets soit comme des consommateurs potentiels des jouissances promises soit comme des marchandises potentielles. Parmi les symptômes actuels, certaines dépressions par exemple, témoignent non seulement de la difficulté des sujets à se loger dans le lien social mais d'un rejet quasi anorexique des objets du marché, bien-être psychologique y compris. La situation est-elle inéluctable ? Une clinique et une formation correspondante au service de la résistance du sujet a-t-elle encore ses chances ?
Quel type de clinicien exige la société contemporaine? Pour quel travail? Comment l'université contribuera-t-elle à sa formation? Par clinicien, j'entends non pas, sans exclure qu'il le soit aussi, un homme de laboratoire, mais un praticien des formes singulières que prend aujourd'hui le malaise dans la civilisation. De sorte que réévaluer le diagnostic freudien, inventorier les nouvelles formes du symptôme, développer la métapsychologie des liens du sujet et du social, contribuer à rendre ce lien vivable, accueillir les nouveaux symptômes, nouveaux plus dans leur logique que dans leur forme souvent, trace les contours de la tâche dévolue à ce clinicien. En faire valoir l'intérêt nécessite de s'arrêter sur plusieurs termes. 2. Qu'entendre par sujet? Distingué de l'individu, il s'agit de ce qui, de l'humain, parle. D'être parlant, le sujet est le seul des objets à pouvoir se poser à lui-même la question que la science leur pose. Que suis-je? Il est du coup le seul à s'interroger sur le sens de sa présence dans un monde qui ne se sait tel que parce qu'un parlant l'habite. Sans doute les réponses que ce sujet se donne relèvent le plus souvent des ontologies ou des représentations du monde, soit de la philosophie et non de la psychologie. Mais le fait que celui qui parle ne soit que représenté dans son message et bute sur l'énigme de ce qu'il est, que le savoir qui lui livrerait le réel de son être lui fasse défaut, inconscient, que ce manque cause son désir, qu'il soit contraint de se doter d'une réponse intime, le fantasme et d'une solution, le symptôme, constitue la singularité en fait clinique indéniable. La singularité prend ici quasiment le sens qu'elle a en mathématiques, celui d'une valeur qui confère à une fonction générale un caractère exceptionnel. 3. Qu'est-ce que la singularité? Ce n'est donc pas la particularité, soit la somme de traits observables par laquelle un individu est toujours descriptible et susceptible d'être identifié à une population de semblables par exemple. La singularité est ce qui assure chacun de ne se confondre à aucun autre, et qui à ce titre, objecte à, fait exploser tout savoir, qu'il soit à prétention universelle, scientifique, psychanalytique ou religieuse, mais également le plus intime, fantasme, puisque le savoir ne peut faire mieux que représenter. Sur ce point il convient de prendre position. Est-il légitime d'étudier la singularité? Répondre oui, c'est admettre qu'il n'est pas scientifique de l'aborder par des méthodes qui justement sous prétexte de science, la confondent avec la particularité pour la mieux ignorer. À charge alors, aux cliniciens de la singularité de promouvoir les procédures d'investigation qui à la fois respectent leur objet et sont dignes de la science. 4. Et le lien social? Il est indissociable de la singularité, ce qui conduisait Freud à ne pas distinguer psychologie individuelle et psychologie sociale. Ce nœud découle de la double naissance de l'humain, une fois comme vivant et une fois comme parlant. Car le parlant n'est tel qu'à s'adresser à l'autre, et c'est dans cette adresse qu'il se réalise. C'est dans cet échange qu'il se heurte au défaut du réel de son être, il n'est que représenté par et dans le symbolique. D'où ce constat freudien, l'humain est ainsi fabriqué qu'il demande son être à l'autre. Avant d'interroger le clinicien, il s'est tourné vers les mythes et les religions, jusqu'à faire usage du discours pour tenir ensemble autour d'un certain type de réponse, d'une interprétation du déficit de jouissance, d'une définition de la jouissance autorisée au sein de la communauté ainsi définie. Une étude exhaustive devrait démontrer l'existence de modalités différentes de lien social. Le lecteur sait déjà que la psychanalyse en distingue au moins 3. Discours du maître, discours universitaire, discours hystérique, selon que les sujets se soumettent à l'autorité d'un chef, d'un savoir, ou contestent au contraire la prétention de quiconque à répondre. 5. Cette thèse oblige à lier le fonctionnement psychologique à l'état du lien social dominant. Ce dernier connaît des changements historiques. Au temps des ontologies, a succédé celui de la science. La science moderne a imposé sa rationalité au détriment de toutes les autres, disqualifiant toute figure d'autorité. Ce faisant, les Lumières divisent les sujets entre explications promises par la science et sens en panne désormais. D'où une mutation de l'économie psychique, les sujets rapatriant dans l'intime la réponse par le sens, la garantissant par une figure d'autorité à portée de main, le père. Telle est la névrose. Une religion privée que S. Freud ne pouvait découvrir avant qu'elle ne devienne le mode de fonctionnement du sujet moderne. 6. En quoi consiste la solution névrotique? D'abord en la symbolisation de sa dépendance de l'autre, complexe d'Oedipe et de son propre manque, complexe de castration, qui assure le sujet de son désir.
ensuite en la résolution du problème posé à chacun par son lien aux autres en évitant 2 écueils. A. Renoncer à sa singularité au profit de la masse, sous prétexte d'amour, d'adaptation, d'assimilation, d'accommodation, de psychose sociale. B. Briser le vivre ensemble, sur le roc des singularités. À chacun selon sa vérité, ses opinions, sa jouissance, sa liberté, sa merde. Freud a localisé le nouage du singulier et du commun au symptôme. C'est cette fonction qui est rappelée derrière la thèse du retour du symptôme guéri. Faute de distinguer la fonction du symptôme et le registre pathologique, les TCC, thérapies cognitivo-comportementales, par exemple, affirment d'un côté n'avoir jamais assisté au retour d'un symptôme et de l'autre, soulignent l'existence de comorbidités ou de symptômes résiduels, sans soupçonner de rapport métapsychologique entre ces éléments. Le clinicien permet souvent qu'une authentique relation, parfois la seule viable, s'installe entre son patient et lui à partir du symptôme. Et cet aspect est évidemment oublié dès que le traitement est évalué à partir de l'effacement ou non du symptôme. 7. La société contemporaine n'est plus celle de Freud. La science a poursuivi son travail de sape des rationalités avec le secours du scientisme. Le discours scientifique impose la forme technoscientifique, dont l'économisme, au détriment des autres, tandis que seule l'autorité du marché semble s'imposer. Telle est la postmodernité. L'autorité du marché promet la commercialisation de ce qui manque à chacun, que la technoscience fabriquera. Tout est idéalement possible. Il convient de rendre hommage aux psychanalystes qui, dès la fin des années 60, ont signalé l'apparition de cas rebelles à la psychanalyse, car ces analysants ne cherchaient appui dans aucun Oedipe, faute de figure d'autorité, ni castration, du fait d'une promesse de jouissance dont ils se vivaient frustrés. Otto Kernberg, l'un des premiers, épinglera sous le qualificatif de borderline ou état limite. 8. Il nous faut donc compter avec une nouvelle économie psychique. Car le couple technoscience-marché induit, chez ceux qui se laissent suggestionner, une naturalisation du désir. Ce dernier est rabattu sur un besoin extinguible, tandis que le fait que les individus soient potentiellement complétés par les mêmes objets, manufacturés ou non, promeut l'égalité au détriment de la singularité. Christopher Lasch, le premier, a qualifié de psychothérapique la société qui entend accorder à chacun l'objet susceptible de le guérir du manque. Il est vrai que le système capitaliste a subi une double mutation. Dans les années 70, le capitalisme financier a supplanté le capitalisme industriel du fait même de l'incapacité de ce dernier à renouveler et à étendre suffisamment rapidement les valeurs marchandes manufacturées. Du coup sont commercialisées des valeurs autrefois indisponibles. Eau, air, culture, mais également santé, bien-être, soins psychiques, etc. Nous sommes pris aujourd'hui dans une sorte de développement d'un capitalisme de la communication, avec des effets de virtualisation inédits. Internet, par exemple, est le lieu de tous les savoirs et de la réalisation de tous les fantasmes, sans évoquer les nouvelles perversions et criminalités. Les conséquences de ces mutations sur l'économie psychique sont encore à étudier. Mais le psychologue est déjà réquisitionné comme l'un des nouveaux techniciens experts dans le commerce de nouvelles valeurs touchant au bien-être et à la santé dite mentale. 9. Parmi les cliniciens, psychologues, psychiatres, psychothérapeutes, psychanalystes, il est donc nécessaire que quelques-uns fassent leur les objectifs suivants. Écrire le bilan du lien social contemporain, lequel n'est pas encore entièrement soumis à la logique du discours capitaliste. Sur quelles autres logiques pouvons-nous compter ? Construire, proposer, enseigner des démarches et méthodologies qui ne cèdent ni sur les exigences de la science, ni sur la singularité, ni sur l'éthique. Soutenir les protestations logiques des sujets contre l'éradication de leur singularité, et dresser l'inventaire des solutions inventées par les uns et les autres pour rendre le monde habitable par le plus grand nombre.
Lister les nouvelles pathologies et élaborer la métapsychologie correspondante. Inventer, formaliser et transmettre les dispositifs cliniques adéquats. Il s'agit ni plus ni moins que de contribuer au renouvellement des dispositifs de prise en charge, à l'amélioration des traitements et de la pertinence des interventions du clinicien. 10. Alors l'université dans tout cela ? D'abord, ainsi que nous le mesurons aujourd'hui, l'université repose sur l'existence d'un sujet qui justement a envie de savoir, du fait même de n'y être que représenté. De ce point de vue, la présence de l'université est en soi une contribution au lien social et un soutien à la singularité. Dès lors, il serait dommage qu'elle ne promeuve que des théories qui confondent singularité et individualité, et qu'elle ne forme que des collaborateurs du discours capitaliste. Hannah Arendt reproche ainsi à une certaine psychologie de préparer, par éradication du symptôme, la massification dont se repaît le totalitarisme. Nous devons reconnaître que, quels que soient les mérites du comportementalisme, il contribue à la disparition de la psychopathologie, et que l'éclectisme du modèle biopsychosocial, malgré sa correction intégrative, n'a rien produit d'autre qu'une réduction du sujet à l'individu, à ses déterminations et aux interactions entre elles. Il me semble donc qu'il contreviendrait à la possibilité même d'une éthique que ne soient pas enseignées aussi les théories de l'indétermination du sujet, de la singularité de l'acte. Il y a dans la critique positiviste de l'orientation psychanalytique un hommage paradoxal envers une théorie qui cultive l'impuissance du savoir à réduire le sujet au silence, et l'inefficacité du traitement contre le symptôme. Nous avons à assumer cet héritage de la singularité et à en tirer les conséquences politiques à l'heure où le discours de la science et le marché le récusent, mais où les économistes eux-mêmes s'aperçoivent de son intérêt. Ainsi Xavier Greff relève-t-il la contradiction entre une économie idéale qui doit se débarrasser des sujets, par exemple en proposant un modèle de sécurité sociale où chacun cotise mais où personne n'est remboursé, et une économie humainement viable. Celle-ci doit consentir à payer pour le lien social lui-même, non rentable, et donc à boiter. Ce sujet de l'acte, responsable de sa position, capable d'aimer, de travailler, de jouir de la vie, est le seul point d'appui que nous ayons pour sortir des impasses de la démocratie formelle. Inventer plus que la démocratie pour que chacun pèse sur la marche de l'ensemble au-delà des élections. Il est aussi celui qui peut renégocier chacun avec chacun le pacte qui lierait la nouvelle communauté, celle que nous continuons à discuter concrètement ici aussi. Peut-on enseigner les psychothérapies à l'université ? Henri Stühlmann. Les membres de ce groupe d'enseignants-chercheurs en psychopathologie clinique, qui se réunit régulièrement depuis bientôt 10 ans, m'ont demandé d'introduire cette journée de travail par un exposé exploratoire. Cette étude, enrichissante et prenante, a été pour moi l'occasion d'une réflexion évolutive dont je présente ici le résultat actuel. Celui-ci doit désormais faire l'objet de discussions avec nos collègues de l'université et avec nos partenaires dans le champ concerné, soit principalement les associations scientifiques et les syndicats professionnels. Dans la double perspective de la santé publique, la protection des usagers et la sécurité sanitaire, et de la redéfinition des missions de l'université, l'ouverture sur des champs praxéologiques en plein essor, il ne vise à écarter personne a priori mais à offrir au public des praticiens de la psychothérapie mieux formés, en formation initiale ou continue. Je souhaite ouvrir cette réflexion en rappelant une opportune citation d'Albert Einstein. We cannot solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Avant d'entrer dans le cœur du débat, il faut débroussailler le terrain. Premièrement d'abord sur le droit. A-t-on le droit d'enseigner les psychothérapies ? Toutes les psychothérapies, c'est la question de l'évaluation. Deuxièmement ensuite sur les effets de contexte temps. Du côté du politique, contraintes administratives et réglementaires en France et dans l'Union européenne ? Que du côté des pratiques cliniques. Enseignement des psychothérapies et déontologie, la question de l'évaluation. Les fameux principes de précaution et de sécurité devraient conduire à n'enseigner que les méthodes psychothérapiques ayant apporté la preuve de leur efficacité, seraient-elles relatives, et ne créant pas de préjudice ni n'entraînant d'effets secondaires négatifs pour le sujet. C'est le fameux adage primum non nocere.
Pour le dire autrement, il s'agit de se limiter à des méthodes apportant au sujet plus de bénéfices ou d'avantages que d'inconvénients ou d'inconfort. En référence à cette pratique évaluative, on sait que l'autorisation de mise sur le marché des molécules. Pour nous, il s'agit des médicaments psychotropes, dépend d'études très rigoureuses conduites par l'Agence française du médicament et plus tard par son homologue européen. Cette instance fixe très précisément les méthodologies des essais puis évalue le service rendu, avant de préciser les indications, les contre-indications, les posologies et les durées de prescription. Et cela n'empêche pourtant pas des effets iatrogènes massifs. J'ai donc regardé la littérature scientifique concernant l'évaluation, sinon des psychothérapies, ou tout du moins de leurs effets. Je précise bien que j'ai cherché la documentation dans le cadre des travaux empiriques quantitatifs ou planifiés, qui ont accumulé un corpus de connaissances respectable au cours des 40 dernières années dans les pays anglo-saxons et depuis une quinzaine d'années en France. J'entends bien que ces nouvelles formes d'études sur les psychothérapies ne représentent en aucun cas une alternative à la recherche réflexive reposant sur des études de cas, soit la recherche clinique, mais qu'elles viennent en complément. Toutefois, cette codification du subjectif se heurte à de réelles difficultés méthodologiques, la complexité de la scène clinique, le lien indissociable entre le facteur technique psychothérapique et le facteur personnalité du psychothérapeute, la question des témoins et celle de la répartition aléatoire des techniques psychothérapiques. Ici, les statistiques ne font pas bon ménage avec l'éthique. Pour autant, des instruments ont été construits et validés concernant le patient, le processus psychothérapique, le thérapeute, et les interactions patient-thérapeute. De ces investigations, ressort le sentiment que le modèle américain n'est pas importable en France. En effet, aux États-Unis, la méthode des méta-analyses, analyse des résultats de la littérature selon une méthodologie contrôlée, semble aller, après bien des controverses, vers des consensus de plus en plus affirmés. Elle prouve globalement l'efficacité à long terme des psychothérapies, mais la plupart des enquêtes échouent à mettre en évidence des différences nettes d'efficacité entre les différentes psychothérapies. C'est le paradoxe de l'équivalence, qui a conduit à rechercher d'autres éléments en relation avec les résultats. Deux facteurs se dégagent. La qualité de la relation psychothérapique telle que la vit le patient est en corrélation significative avec une évolution favorable, indépendamment du type de psychothérapie. Le niveau général du fonctionnement mental, dont l'aspect positif est reflété par la force du moi, et l'aspect négatif par le degré de dysfonctionnement, obéit aux mêmes corrélations. Ces résultats, modestes, peuvent apparaître comme relevant du simple bon sens mais ont le mérite d'être scientifiquement démontrés. Toutes ces recherches ont mobilisé des programmes psychothérapiques standardisés, des thérapeutes se référant à un manuel, des superviseurs vérifiant sur les enregistrements vidéoscopiques l'adéquation de l'approche psychothérapique à la technique de référence explicitée dans le manuel et apportant des corrections si nécessaire. Quand on constate le très petit nombre de collègues français membres de la Society for Psychotherapy Research, on ne peut qu'être d'accord avec Alice Dazord qui, à la suite de Paul Gérin, est absolument convaincue qu'en France il faut partir d'abord de la problématique des cliniciens concernés, pour dans un deuxième temps proposer des outils à adapter ou à créer, et alors à valider avec une très rigoureuse méthodologie. Les résultats qu'elle présente portent davantage sur les prises en charge institutionnelles que sur les psychothérapies proprement dites. Elle note toutefois que les travaux francophones permettent d'avancer des hypothèses explicatives sur la manière dont les psychothérapies exercent leurs effets, de confirmer leur efficacité en général, tout comme le paradoxe de l'équivalence. Elle insiste sur un facteur essentiel, l'investissement des patients sur la thérapie, technique plus thérapeute. Par ailleurs, la France s'accommode mieux de la méthode dite conférence de consensus. La première, en janvier 1994, portait sur les stratégies psychothérapiques relatives aux psychoses schizophréniques. Elle a permis d'établir parmi bien d'autres résultats que l'association neuroleptique plus une technique psychothérapique est toujours plus efficace que la seule administration du neuroleptique. Aucune preuve de la meilleure efficacité d'une technique psychothérapique sur une autre n'a pu être apportée. Une autre, en décembre 1995, s'est penchée sur les troubles dépressifs de l'enfant et a mis en évidence l'efficacité des psychothérapies d'inspiration psychanalytique et des psychothérapies familiales.
Il ne semble donc pas que l'on puisse actuellement appliquer à l'évaluation des psychothérapies la méthodologie utilisée pour les essais thérapeutiques ou les enquêtes épidémiologiques. Pour autant, il apparaît qu'il y a entre les psychothérapeutes un accord implicite de bonne pratique concernant les grands systèmes référentiels présentés sans hiérarchisation. Les thérapies comportementales et cognitives. Les thérapies psychodynamiques. Les thérapies humanistes et phénoménologiques. Les thérapies de groupe, familiales et systémiques. Les thérapies médiatisées. Ces thérapies sont en effet des activités rationnelles construites à partir des connaissances issues de la recherche en psychologie, en psychiatrie, en psychopathologie et en anthropologie. Il ne s'agit pas d'en interdire aucune autre a priori, mais nous devons être attentifs au risque d'infiltration par des techniques sectaires de manipulation mentale idéologique. Un comité national d'experts collaborant avec les associations d'usagers serait certainement utile pour parer à cette dérive et pour préciser la différence nette entre un acte de psychothérapie et une technique de confort personnel. Une psychothérapie est un acte de soins psychiques que demande ou auquel se prête une personne souffrante, production de symptômes et ou dysfonctionnement du système de la personnalité. La psychothérapie, à travers les théories, les méthodes et leur évaluation est entrée dans le domaine de la production de savoirs communicables et méritant d'être enseignés, certes de manière critique, parce que désormais elle se situe dans le cadre de la rationalité. Je dirais même que cette rationalité est un des marqueurs possibles pour distinguer les psychothérapies, actes de soins, des méthodes d'épanouissement personnel. Elle nécessite une évaluation préalable approfondie du sujet, pour permettre que soient posées des indications et des contre-indications précises. Elle fait donc partie du champ de la santé publique et doit être prise en charge, pour tout ou en partie, par la sécurité sociale. Les techniques de développement personnel, en elles-mêmes respectables, ne ressortent pas d'une altération de la santé psychique du sujet, mais ambitionnent un meilleur confort personnel par l'apprentissage de méthodes diverses, souvent intéressantes. Elles ne font l'objet ni d'une évaluation, ni d'indications claires. Elles se situent en dehors du champ de la santé publique et ne devraient pas être prises en charge par la communauté. Contexte institutionnel en France et dans l'Union européenne. Projet de réforme pédagogique. Dans le compte-rendu proposé par Roger Lécuyer dans le numéro 32 du Bulletin de la Société française de psychologie, sur le projet Leonardo visant à homogénéiser, dans le cadre de l'Union européenne, les standards des cursus de psychologie, apparaissent les spécialités françaises pour ne pas dire l'exception française. Spécialisation précoce et peu réversible. Officiellement, elle s'effectue en maîtrise, mais dans les faits, des prérequis pour l'entrée en DESS sont repérables en licence voire en DUG. À l'opposé, les pratiques européennes insistent sur l'unité de la formation des psychologues avec une spécialisation tardive et le recours important à la formation continue. La sélection s'effectue en France à l'entrée de Bac+5, à l'inverse d'une sélection initiale ou précoce ailleurs. Ce choix a de multiples conséquences. La sélection s'effectue davantage sur des facteurs socioculturels. Il faut pouvoir accéder aux informations techniques et pratiques. Entre un tiers et la moitié des étudiants en psychologie de l'Union européenne sont français. Évidemment, nous avons donc à traiter des cohortes massives au lieu de pouvoir former quelques centaines d'étudiants sélectionnés. La durée de la formation professionnelle est chez nous, de 5 années versus la position non modifiable de la British Psychological Society, qui cale cette formation à 6 ans minimum et donc interdit l'exercice de la psychologie en Grande-Bretagne aux étudiants formés sur une durée plus courte. Cette formation est de 7 ans en Italie et de 8 ans dans d'autres pays. En France, le titre de psychologue est conféré par la seule université. Dans tous les autres pays, la profession intervient, voire impose ses vues sur le cursus aux universités. Des systèmes du titre ordre des psychologues, avec ou sans cette dénomination, sont en place pour contrôler ou collaborer avec les universités. Ce système implique un risque. Si le titre est conféré par un organisme extra-universitaire, il pourrait aussi être retiré par lui. Roger Lécuyer formule donc la proposition d'un DESS en 2 ans, un premier semestre à l'université puis 2 stages cliniques sur le terrain, enfin un dernier semestre à l'université.
Il recommande la définition d'un statut officiel des maîtres de stage impliquant leur sélection et leur rémunération, et la définition réglementaire de la présence de ces derniers dans les jurys de DESS. Projet de réglementation du titre de psychothérapeute. Un colloque intitulé Les psychothérapies et la loi s'est tenu dans une salle de conférence de l'Assemblée nationale le 23 mars 2000. Il était organisé par un député de Haute-Savoie, Bernard Accoyer, auteur d'une proposition de loi sur le statut du psychothérapeute, et Christian Vasseur, psychanalyste, SPP, psychiatre d'Annecy et secrétaire général du syndicat des psychiatres français. 2 tables rondes traitaient successivement des aspects théoriques de la psychothérapie et des pratiques dans des institutions, utilisant ou enseignant la psychothérapie. Le compte-rendu intégral, une 50aine de pages, se trouve sur le site de l'Association française de psychiatrie. On peut résumer la réunion ainsi. Parmi les orateurs invités, la plupart représentaient leurs associations analytiques, en tant que président ou directeur de centres de soins liés aux associations analytiques. J. Cournu, M. Eisenstein, R. Roussillon pour la SPP. Les Claire Maugendre, C. Chabert pour l'APF. P. Guillaumard pour la SPF, et quelques membres du 4e groupe au PLF. Des représentants d'associations médicales, conseils de l'ordre, psychiatriques et psychologiques, le syndicat national des psychologues, et quelques journalistes spécialisés participaient également à cette rencontre ainsi que le représentant de la secrétaire d'État à la Santé, Olivier Aubrecht. En tout une 100aine de personnes. Dans le panel, tous s'accordent pour dire, après des Claire Maugendre, que la formation à cette spécialisation, psychanalyse, psychothérapie, est nécessairement longue. S'il est vrai que la psychiatrie française a été historiquement liée à la psychanalyse, les psychiatres seniors, C. Vasseur, Axenze, Hermizès, etc., déplorent l'actuelle carence dans la formation des psychiatres, réduite au DSM et à quelques stages. Beaucoup, F. Kammerer, etc., réclament la protection nécessaire des patients et D. Grunewald, Conseil de l'ordre, soucieux d'éclairer la demande des patients, demande s'il faut ajouter psychothérapeute à la qualification de certaines catégories de professionnels de la santé. Ce colloque visait à un échange sur les théories et les pratiques psychothérapiques au sens large, afin d'éclairer le politique sur la position actuelle des professionnels de la santé. Il a permis à B. Accoyer de modifier sa proposition de loi, intitulée maintenant « Psychothérapie, droits des malades et sécurité sanitaire ». Une autre proposition de loi, due au vert, M. Jean-Michel Marchand, peut également être récupérée sur le site de l'Assemblée nationale. Une 3e est en cours de rédaction au sein du groupe socialiste, M. Serge Blisco. Enfin, dans son dernier rapport annuel remis récemment au Premier ministre, le président de la mission interministérielle de lutte contre les sectes, M. Alain Vivien souhaite la mise en place d'une régulation administrative et déontologique des activités de psychothérapeute. Il est urgent que les universitaires fassent enfin entendre leur point de vue, clairement et nettement. J'avance les 3 propositions suivantes. L'idée de limiter l'exercice de la psychothérapie à des professionnels qualifiés, médecins qualifiés en psychiatrie, psychologues cliniciens, auxquels s'ajouteraient les autres professionnels dispensant des psychothérapies depuis plus de 5 années, après validation de leurs connaissances et de leurs pratiques par un jury composé d'universitaires et de professionnels, est un premier pas dans la bonne direction. Mais nous savons pertinemment que ni les psychologues cliniciens, titulaires d'un DESS, ni les médecins qualifiés en psychiatrie ne reçoivent, dans leur cursus actuel, une réelle formation à la psychothérapie. Les propositions de loi aujourd'hui en débat sont donc insuffisantes. En conséquence, il est souhaitable que la loi qui sera ultérieurement adoptée par le Parlement comporte un article invitant les universités à former réellement les praticiens par la mise en place de doctorats d'exercice en psychothérapie. Je note en passant que la formation à la psychothérapie fait déjà partie des cursus universitaires en Belgique. Pour les psychologues et les psychiatres, à l'Université de Louvain un programme détaillé est disponible. En Italie, 2 techniques au minimum, au Québec, où même un doctorat d'exercice très précis est actuellement mis en place. Contexte de l'évolution des pratiques cliniques. Dans son éditorial de Psychologie française numéro 45, 2, 2000, 99 à 101, les psychologues doivent se saisir du problème des psychothérapies. Toby Nathan constate que
Les psychiatres se tournent de plus en plus vers la psychiatrie biologique, mais que la pharmacologie a besoin des psychologues pour évaluer l'efficacité symptomatique des molécules et la qualité de vie des patients, à l'aide de méthodologies empiriques et planifiées et d'outils quantifiés. Mais que pour autant si ces psychotropes se révèlent plus efficaces et apportent plus de confort aux patients, en particulier les nouvelles familles d'antipsychotiques et d'antidépresseurs, on n'observe toutefois aucune avancée significative sur les étiologies de ces dysfonctionnements psychobiologiques. Que par ailleurs, se développe considérablement une nouvelle profession, celle de psychologue clinicien. Depuis une vingtaine d'années, ces professionnels de la santé mentale sont arrivés en grand nombre sur le marché avec l'objectif et l'ambition de pratiquer des psychothérapies, en institution et de plus en plus en cabinet libéral. Il suffit en effet de consulter les pages jaunes de l'annuaire pour mesurer l'amplification et l'extension de ces nouvelles pratiques cliniques, dans les domaines de l'aide, du conseil, du soin et du traitement psychologique. Il est légitime de parler actuellement de marché sauvage, au bourguignon. Pourquoi cette inflation spectaculaire des diverses pratiques des cliniques psychothérapiques ? En raison, je crois, d'une augmentation et de l'offre et de la demande. L'augmentation de l'offre. Si la formation des psychiatres se heurte à un numerus clausus mal planifié, il manque actuellement en France des centaines, voire des milliers de psychiatres, et pour la fonction publique hospitalière ils sont recrutés à l'étranger, si leur sélection se fait sur un principe absurde de rang de classement au concours de l'internat, ce qui pose quand même question quant à la motivation et à l'investissement des étudiants en psychiatrie. Nous avons quant à nous, enseignants de psychopathologie clinique, formé beaucoup trop de psychologues cliniciens généralistes et nous continuons, même si le mouvement commence à s'inverser. Il a fallu une bataille opiniâtre et courageuse pour imposer une sélection à l'entrée du DESS aujourd'hui admise par tous, y compris par les étudiants. Nous devons désormais en conduire une autre tout aussi déterminée et impavide en amont, pour faire accepter l'idée d'une sélection à la sortie du DUG ou de la licence, uniquement pour les étudiants en psychologie qui ont comme perspective de faire de la psychologie un projet professionnel. Les psychologues cliniciens seraient ainsi logés à la même enseigne que les psychiatres, les infirmiers, les éducateurs, les orthophonistes ou les psychomotriciens et nos formations cesseraient d'être la voiture-balai de toutes les autres formations professionnalisantes. J'ouvre ici une parenthèse. Je sais bien que si nos départements accueillent d'une manière significative moins d'étudiants, dans l'avenir nous disposerons de moins de moyens, en particulier en termes de création de postes. Ce raisonnement entre dans une logique corporatiste qui n'est pas la mienne, mais qui appelle toutefois deux réponses. D'une part, la pyramide des âges de notre discipline est ainsi faite qu'un grand nombre de collègues cesseront leurs activités dans les 10 ans à venir et laisseront donc autant de postes vacants. D'autre part, notre sous-encadrement est encore si criant, moins qu'il y a 10 ans toutefois, que nous aurons encore bien des arguments à faire valoir pour obtenir des créations de postes. Et cela sera encore plus vrai, si nous développons des activités nouvelles comme celle de la formation des psychothérapeutes. L'augmentation de la demande d'aide psychologique. Elle résulte du délitement du lien social qui s'illustre dans les nouvelles formes de conjugalité et de parentalité et dans toutes les variétés d'exclusion. Démotopographies des grandes métropoles avec les quartiers dits sensibles, chômage, précarité, société fonctionnant à deux vitesses dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la justice, de l'accès à la culture et aux nouvelles technologies, non-intégration encore d'un grand nombre d'immigrés dont la présence, la productivité et la diversité culturelle nous sont pourtant si nécessaires. Elle prend des formes nouvelles. Intervention en urgence après des catastrophes naturelles ou induites, comme on a pu le constater à Toulouse après l'explosion du 21 septembre 2001, accompagnement d'enfants, d'adolescents, d'adultes et de personnes âgées, victimes d'agressions ou d'abus, demande d'écoute, voire de supervision d'équipes soignantes, et cela bien au-delà du champ de la seule psychopathologie, accès de nouvelles couches socio-culturelles à la connaissance et à la reconnaissance de l'utilité et de l'efficacité des pratiques psychothérapiques, politique de santé publique plus vigoureuse pour lutter contre les dépendances, toxicomanie, conduite addictive et contre le suicide. Un projet pour l'université au XXIe siècle. La formation des psychothérapies. Les propositions qui suivent sont des vues personnelles, enrichies par de nombreuses lectures en particulier de textes de René Roussillon,
Guy Darcourt et bien d'autres, et aussi de nombreuses consultations de collègues, mais elles n'engagent que moi. Elles ont pour fonction d'initier un débat, de rechercher un consensus et de fonder en raison un projet précis pour la formation des psychothérapeutes à l'université. Quelques constats préalables. Sur les psychothérapies. La quasi-totalité des psychothérapies s'appuie sur un triptyque de formation associant un travail personnel du candidat, qui est invité à se soumettre auprès d'un membre autorisé de l'école de psychothérapie, à laquelle il souhaite adhérer à la technique qu'il projette d'exercer, un enseignement théorique, des supervisions de cas. Actuellement, la formation aux psychothérapies relève d'organismes privés, pour la plupart fort respectables, mais qui ont tous deux caractéristiques communes. Un fonctionnement opaque parce que les formateurs sont aussi les thérapeutes, ou les ex-thérapeutes des élèves. Il y a là un risque constant, et parfois une réalité de système d'emprise, d'aliénation et à l'extrême de dérives sectaires. Toutes les crises et les scissions de ces sociétés se sont opérées à partir de divergences et de conflits sur les questions de formation et de transmission. Sur ce qui existe actuellement, à l'université. Il existe déjà un fonds psychothérapique transmis actuellement par les formations académiques à la psychologie et à la psychiatrie, aboutissant à ce que l'on peut appeler un généraliste de base, Roussillon. Cette transmission suppose que les universitaires soient aussi des praticiens capables de transmettre des savoirs, un certain savoir-faire et un souci du savoir-être. Cette formation de base s'appuie essentiellement sur les stages et expériences de terrain, lieux de transmission d'expérience et de savoir-faire. Complétés par des lieux d'élaboration groupale de la pratique, sans lesquels les candidats risquent de verser dans les dérives de l'idéalisation ou de la dévalorisation, ou de leur alternance. Même si ces lieux existent sur le terrain, les formations universitaires proposent déjà des scènes identiques, les instances permettant l'élaboration des difficultés personnelles et des problèmes cliniques rencontrés sur le terrain. L'usage habituel prévoit que ce travail s'effectue en présence d'un tiers, universitaire praticien, en présence des pairs, psychologues ou psychiatres, quelles que soient les références théorico-pratiques, permettant ainsi d'intégrer différents modèles théoriques et leurs limites. Je crois sincèrement, après une longue réflexion évolutive, que nous pouvons désormais aller plus loin. En effet, l'université, moyennant des dispositifs et des protocoles précis sur lesquels on reviendra, pourrait prendre en charge la totalité de la formation des psychothérapeutes car elle offre des garanties que ne présentent pas les organismes privés. Multiplicité des choix théoriques référentiels, ouverture sur la recherche et les innovations, habitude des validations les moins subjectives et surtout possibilité de choix non exclusifs à l'égard des techniques psychothérapiques proposées. L'université éviterait ainsi les inutiles conflits d'école, la répétition clanique et clonique et les effets dévastateurs du fidéisme. Instance tierce et laïque, dispensant des savoirs sans exclusive, elle peut seule assurer le pluralisme théorique qui permet à la recherche de se développer, au bourguignon. Quelques propositions. Quelle ambition pour ce projet? Il s'agit de donner aux étudiants les plus doués intellectuellement et affectivement, les plus motivés et investis et les plus endurants la possibilité de se former aux principales techniques de psychothérapie reconnues, confère 2 pages d'annexe à la suite de ce texte, d'après W. Hubert, 1993. Chaque UFR ou département le désirant et en ayant les moyens proposerait des formations correspondant aux compétences cliniques de ses enseignants. On peut imaginer qu'environ 5 à 8 sites pourraient être ouverts en France métropolitaine. Le but n'est pas, au moins dans un premier temps long, de former des psychanalystes psychiquement purs au sens des diverses orthodoxies. La question de l'analyse didactique, terme pour moi toujours ambigu, ne se pose plus. Le but est certainement par contre de former des psychothérapeutes, y compris ceux inscrits dans la perspective psychodynamique, comme le font déjà, sans toujours le dire, de nombreuses sociétés de psychanalyse, tout particulièrement pour les psychothérapies d'enfants ou d'adolescents. Dans quel cadre en termes de cursus? Le DESS actuel et encore moins le DEA ne sont des cadres appropriés. Une première solution consisterait à se contenter d'un DESS en 2 ans sur le modèle suggéré par R. Lécuyer, avec une sortie à Bac+6. Une seconde solution plus ambitieuse et techniquement plus adaptée irait vers un doctorat d'exercice ou doctorat professionnel,
en 3 ans après le DESS de psychopathologie clinique généraliste, avec une sortie à Bac+8. Ce doctorat comporterait un stage en immersion sous forme d'internat ou de résidanat, et donnerait beaucoup plus de temps pour la formation des psychothérapeutes, la rédaction d'un doctorat de clinique et une réelle professionnalisation. Dans quel cadre, en termes de logistique administrative et financière? En s'inspirant des expériences de Paris 8, 1993 Centre Georges Devereux, Centre universitaire d'aide psychologique, 1997 Centre universitaire de thérapie familiale. L'idée serait de créer un institut de psychothérapie associant formation initiale et formation continue, à côté des UFR ou départements de psychologie souhaitant intégrer ce projet, éventuellement en lien avec les collègues en charge de la formation des psychiatres. Les étudiants admissibles seraient les psychologues dans le cadre de ce doctorat d'exercice en formation initiale après le DESS ou en formation continue, pour permettre à ceux qui sont déjà au travail de mieux se former, les internes en psychiatrie, les médecins généralistes qui se sont affrontés à de multiples situations appelant des actes psychothérapiques. Les formateurs seraient les universitaires praticiens certifiés par leur société d'appartenance et agréés par un collège des universitaires praticiens. Ce collège doit-il être régional, national, rattaché ou pas au CNU? Il y a là une difficulté de procédure que je ne souhaite pas trancher dans l'immédiat. Les usagers ou patients seraient les étudiants et les personnels des universités ou mieux encore, le grand public. Le financement de la structure peut être envisagé à partir de 2 hypothèses différentes. Soit à la recherche de conventions avec la CNAM et les caisses primaires dans la mesure où, en même temps que l'on forme des psychothérapeutes, on rend un service à la collectivité en effectuant des actes de psychothérapie. Soit la gratuité et donc pas de problème de remboursement des actes pour les usagers, dans la mesure où nous serions dans un lieu d'enseignement et de recherche et à condition que les universitaires formateurs puissent imputer les activités de formation et de supervision sur leurs heures de service, de recherche ou d'activité administrative. La sélection à l'entrée pourrait s'effectuer en 2 temps. Un classique sur l'évaluation de l'acquisition, de la compréhension et de l'intégration des savoirs. Un autre plus singulier car il n'implique plus l'obligation d'un travail personnel, sans toutefois l'interdire. Cependant, des entretiens approfondis d'évaluation des pratiques cliniques, de leur élaboration, du niveau d'analyse des contre-attitudes et des mouvements transféraux contre-transférentiels, de la capacité d'empathie et de la tolérance aux situations difficiles ou angoissantes, permettrait d'accréditer, dans le sens de faire crédit à des candidats à la formation aux psychothérapies, psychodynamiques ou autres. Ces entretiens devraient être conduits par des universitaires praticiens expérimentés et reconnus par leurs pairs. L'idée d'échange entre universités permettrait d'éviter une contamination par d'éventuelles difficultés locales et de distinguer clairement les sélectionneurs et les formateurs pour chaque candidat. Les entretiens pourraient être répétés chaque année et à la fin du cursus. Former et transmettre, méthode et moyens. Tout psychothérapeute expérimenté sait que la formation la mieux pensée en matière de psychothérapie ne garantit pas le résultat. Cela n'empêche pas d'essayer de rechercher un dispositif et des procédures apportant le maximum de garanties pour parvenir à la certification des psychothérapeutes. Cette certification est bornée d'un côté par la nécessaire compétence des praticiens formés et de l'autre par l'obligation de la protection des usagers. Sans entrer dans le détail, il me semble que nous pouvons nous appuyer sur quelques principes et ébaucher quelques procédures techniques déjà éprouvées. Principe. La formation des psychothérapeutes doit être constamment interpellée par le code de déontologie, qu'il s'agisse de celui des psychologues ou de celui des médecins. La réitération des principes et des procédures du code aura pour effet, ou au moins pour objectif, d'éviter l'idéalisation de ce qui n'est qu'une technique, de combattre la tentation des réassurances narcissiques, d'empêcher que ne s'enclenche une spirale addictive, vis-à-vis d'une méthode, d'une personne, d'un organisme. Il faut rappeler aux candidats, de manière récurrente, que le fait d'intervenir sur une personne, fût-ce à sa demande, pose un problème éthique. Par ailleurs, la technique psychothérapique n'est qu'une méthode pour servir les usagers ou les patients en souffrance psychique ou psychosomatique, et non pour se servir d'eux au motif de valider un modèle théorique, quel qu'il soit.
Une connaissance approfondie de la psychopathologie, de la sémiologie et de la nosographie, et une information très documentée sur les thérapeutiques autres que les psychothérapies permettront seuls que les psychothérapeutes formés puissent d'abord effectuer une évaluation des processus et des dysfonctionnements des patients et ensuite seulement poser correctement une indication de psychothérapie en général et de telle technique en particulier. Un patient présentant des troubles de l'humeur bipolaire en voie de décompensation a besoin d'abord de molécules psychotropes, même si un accompagnement psychothérapique est recommandé. Chaque futur psychothérapeute devrait être invité à se former à au moins 2 méthodes, de préférence non proximale, individuelle ou de groupe, verbale ou médiatisée. La diversification des investissements des thérapeutes en formation devrait leur permettre de mieux comprendre ce qui se passe, de repérer d'éventuels moments mutatifs, de prendre aussi la mesure des limites des psychothérapies qu'ils apprennent à pratiquer. De même, dans le courant de leur formation, ils devraient être conduits à rencontrer des groupes de patients différents par l'âge, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, ou par le type de souffrance psychique, troubles graves de la personnalité de type psychose ou pathologie narcissique versus anxiété zéta ou dépressivité dans une configuration oedipienne, la comparaison des cadres et des procédures Q'. Ils permet en effet un approfondissement des particularités de chacune des techniques et un décloisonnement des praticiens en même temps que leur enrichissement mutuel. Nous connaissons en effet l'apport des modèles cognitifs, traitement de l'information, résolution de problèmes, aux psychothérapies d'inspiration psychanalytique des personnalités limites, l'apport des modèles psychanalytiques aux thérapies familiales, l'apport du psychodrame aux thérapies de face à face, l'apport des thérapies cognitives et comportementales aux psychothérapies d'étayage ou de soutien. La recherche clinique doit accompagner en permanence la formation des psychothérapeutes. Selon moi, il ne s'agit pas d'une recherche conduite avec le matériel fourni par ses propres patients, mais avec celui des pairs ou des collègues qui sont engagés dans un même cursus de formation. En effet, dans une psychothérapie, c'est le patient qui est en situation de demande auprès du thérapeute, alors que dans une recherche, serait-elle clinique, c'est le chercheur qui adopte une posture de consultation des données. Le matériel fourni par les pairs ou par les formateurs pourra faciliter les recherches portant sur les études de cas, le repérage des processus, l'identification des contre-attitudes, le clivage du facteur technique psychothérapique et du facteur personnalité du psychothérapeute. Les techniques. On n'apprend ni à nager, ni à faire du vélo sur Internet, pas plus que les nouvelles technologies de l'information et de la communication ne peuvent assurer un approfondissement des capacités d'empathie. On se forme aux diverses psychothérapies en les voyant opérer, en les écoutant et en les pratiquant sous contrôle. Il semble prudent de commencer par les thérapies d'étayage ou les psychothérapies médiatisées, comme par exemple la relaxation type training autogène de Schultz, pour se diriger progressivement, lentement, vers des techniques plus sophistiquées, thérapie cognitive et comportementale, ou plus impliquantes, thérapie psychodynamique. De même, on peut commencer la formation par la présentation de cas vidéo, ou de cas rapportés par les universitaires formateurs avant que les futurs psychothérapeutes ne soient mis personnellement en situation avec des patients. Dès lors, ils devraient faire l'objet d'un suivi individuel avec un universitaire réfère et d'un suivi collectif, dans un groupe de pairs, avec un autre réfère, universitaire praticien, porteur d'un regard forcément différent dans la découpe du matériel comme dans son éclairage. On peut aussi imaginer un recours à des superviseurs extérieurs à la hiérarchie universitaire. Le but est de diversifier les méthodes et techniques auxquelles sont formés les candidats, en même temps que de multiplier et disperser les modèles d'identification, voire de transfert, auxquels ils sont sujets. Enfin, je reprends à mon compte la pertinente suggestion de R. Roussillon, quelques remarques sur la formation à la psychothérapie, à propos d'une modalité de formation qui a fait ses preuves à la Tavistock Clinic et depuis en de nombreux autres lieux mais peut-être pas suffisamment en France. L'observation clinique des interrelations qui s'établissent entre un bébé ou un très jeune enfant, sa mère, son père, son environnement, est une expérience extrêmement formatrice tant dans une perspective interactionniste que psychanalytique. On voit en effet se former in statu nascendi, les premiers apprentissages, les modes de réaction, les résolutions de problèmes, et au-delà les futurs patterns de personnalité.
Cette technique autorise une observation clinique subtile de la psyché à l'état naissant et le repérage des processus défensifs en fonction des particularités des interactions et des interrelations. Tous ces éléments sont précieux pour aiguiser les capacités d'écoute et d'empathie chez les futurs psychothérapeutes. Évidemment, cette expérience clinique doit être accompagnée et supervisée par des praticiens très expérimentés. Je m'en tiens là, car ma tâche n'était pas d'établir un cursus complet et précis de la formation généraliste et spécialisée des psychothérapeutes. Non, le travail qui m'a été confié était de réfléchir, dans un contexte évolutif, à la possibilité de former des psychothérapeutes à l'université. C'est ce que j'ai fait, sans a priori, car mes idées ont beaucoup évolué au fil de mes consultations, de mes lectures, de mes réflexions. Il y a un peu plus d'un demi-siècle, la psychologie clinique entrait officiellement, académiquement dans les cursus universitaires. À l'aube du XXIe siècle, sommes-nous à la veille d'une nouvelle étape historique ? C'est ce dont nous allons désormais débattre, entre personnes libres, responsables, compétentes et autonomes. Ce texte est donc un document de travail que je souhaite voir précisé, enrichi, amendé par les réflexions des collègues et des partenaires. Dans sa forme aboutie, il sera ensuite présenté à nos tutelles. 5 THER APIES vus par leur REPRESENT-ANTS. Source, d'après W. Hubert, 1993, modifié et complété par O. Chambon et M. Marie Cardine. 5 THER APIES vus par leur REPRESENT-ANTS. Suite. Source, d'après W. Hubert, 1993, modifié et complété par O. Chambon et M. Marie Cardine. Psychothérapie, éthique et politique. Philippe Grosbois. Les parlementaires et la psychothérapie. Hier matin 23 juin 2004, la Commission des affaires sociales du Sénat examinait à 10h en deuxième lecture le rapport de Francis Giraud et Jean-Louis Laurin sur le projet de loi numéro 278, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à la politique de santé publique. Dans la partie intitulée « Adapter les compétences des professionnels de la santé », sous le titre « L'encadrement inattendu des conditions requises pour l'exercice de la psychothérapie », Giraud et Laurin affirment la responsabilité de l'État en matière de santé publique, le recours à la qualité comme mode de régulation du système sanitaire et la protection des personnes les plus fragiles. Ils rappellent qu'un dispositif similaire avait déjà été examiné à plusieurs reprises par le Parlement sans être adopté, ce qui témoigne de la sensibilité de la société au problème du vide juridique qui entoure le concept encore mystérieux de la psychothérapie. En effet, l'usage professionnel du titre de psychothérapeute n'est à ce jour soumis à aucune réglementation publique. Plus loin dans ce rapport, on peut lire. Ces imprécisions peuvent donner l'occasion d'usage détourné de ces techniques à des fins de manipulation plus ou moins organisées. Le rapport de la mission interministérielle de lutte contre les sectes, remis en février 2000 au Premier ministre, indiquait ainsi que certaines techniques étaient devenues un outil au service de l'infiltration sectaire et invitait les pouvoirs publics à encadrer ces pratiques. Suite à l'amendement Accoyer, le rapport propose de définir les prérequis indispensables à l'exercice de la psychothérapie. Il rappelle le choix retenu par l'Assemblée nationale le 8 octobre 2003 de réserver dans un premier temps l'exercice de la psychothérapie à des professionnels diplômés de l'enseignement supérieur, et souligne l'opposition de l'Académie de médecine, dans son rapport du 1er juillet 2003, à la création légale d'un statut de psychothérapeute susceptible de promouvoir la multiplication de thérapies plus ou moins fantaisistes. Suite à la contestation par un certain nombre d'organisations de psychologues de l'amendement Mattei, adopté par le Sénat le 19 janvier 2004 qui faisait référence aux psychologues titulaires d'un diplôme d'État comme étant dispensés de l'inscription sur un registre national des psychothérapeutes, l'Assemblée nationale a adopté le 7 avril 2004 ce qui est devenu l'amendement Dubernard qui fait cette fois explicitement référence à l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 relative à l'usage du titre de psychologue, et qui contient dans son premier alinéa un ajout objet de contestation, à savoir la référence à une formation initiale comme prérequis à la pratique de la psychothérapie. Le texte exact est le suivant.
La conduite des psychothérapies nécessite soit une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique, soit une formation reconnue par les associations de psychanalystes. Psychothérapie et vide juridique ? La proposition de loi de Bernard Accoyer relative à l'usage du titre de psychothérapeute co-signée par 82 députés de l'opposition, i.e. la droite de l'époque, et enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 13 octobre 1999 annonçait dans son exposé des motifs qu'il existe un grave vide juridique concernant l'exercice de la psychothérapie parce que la profession de psychothérapeute n'est à ce jour toujours pas définie par le Code de la santé publique. L'erreur consistait à prétendre qu'aucun texte réglementaire ne fait référence à l'exercice de la psychothérapie, parce que la profession de psychothérapeute n'est pas définie, alors que plusieurs textes relatifs à la profession de psychologue font référence de façon générique à des activités à caractère thérapeutique. Si les études universitaires en psychologie ou en psychiatrie sensibilisent les étudiants à la dimension psychologique de la pratique des entretiens cliniques, elles ne délivrent pas pour autant une quelconque compétence en matière de méthode psychothérapique spécifique. Protection du titre de psychothérapeute égale protection de l'usager ? Si le titre de psychothérapeute était finalement protégé par la loi, les non-psychologues et les non-médecins non habilités utiliseraient tout simplement d'autres vocables pour désigner leur activité psychothérapique. Les appellations non contrôlées ne manquent pas dans ce domaine. Au choix thérapeute sans le préfixe psycho, conseiller de santé, praticien en psychothérapie, sexothérapeute et pourquoi pas psychanalyste ? L'étude récente, commanditée par la Fédération française de psychothérapie, et effectuée par la FNOR, Association française de normalisation, sur la situation de la psychothérapie en France, étude présentée à la Direction générale de la santé dans le cadre de la sous-direction de la santé des populations se terminait par l'évocation de l'éventuelle constitution d'un groupe de travail intercatégoriel ayant pour objet d'élaborer un guide d'information à destination du public sur les pratiques psychothérapiques. L'AFNOR soulignait que cette stratégie aurait pour intérêt de considérer la psychothérapie en tant qu'activité, et non la profession de psychothérapeute qui renvoie à des débats non consensuels sur la qualification des personnes. Une véritable position éthique en matière de compétences se situe bien plutôt au niveau de l'exigence d'une solide formation universitaire de base en psychopathologie, complétée par une formation psychothérapique à la fois personnelle, théorique et clinique assortie d'un système de supervision de sa pratique psychothérapique permettant une interrogation sur sa propre implication affective auprès des patients. Pour ou contre une réglementation ? Bernard Brusset, dans un texte paru en janvier 2004 sur le site de la Société psychanalytique de Paris, http://www.spp.org, évoque néanmoins un certain nombre d'arguments en faveur d'une réglementation des psychothérapies. Nous citerons certains passages de son texte qui éclairent la situation actuelle. Outre la lutte contre les sectes et contre les charlatans qui abusent du pouvoir que leur confère leur autodésignation comme thérapeute, le problème est le développement anarchique de méthodes commercialement présentées comme nouvelles et supérieures aux autres. Il est évident que ce ne sont pas les gens bien informés qui s'y laissent prendre, mais le grand nombre de ceux qui n'ont aucun repère pour distinguer le vrai du faux. Le fait que n'importe qui puisse se dire psychothérapeute ou psychanalyste est une liberté qui n'est pas sans effet fâcheux voire dramatique dans l'inégalité actuelle de l'accès à l'information, selon les relations, selon les milieux, selon les régions et parfois selon la gravité de la pathologie. De plus, la loi sur le droit des malades s'applique nécessairement à ce qui est désigné comme traitement, thérapie, psychothérapie, mais il faut le souligner, elle laisse toute liberté à ce qui est conseil, développement personnel, coaching, etc. Il s'agit précisément de l'usurpation de la fonction thérapeutique. Il poursuit en resituant le contexte d'un tel projet de réglementation vis-à-vis des acteurs concernés. La conjonction temporelle, cet automne, de l'amendement Accoyer et de plusieurs rapports de réglementation, de planification et d'évaluation de la santé mentale à partir de la psychiatrie a ouvert la voie à toutes les suspicions à l'égard des projets du gouvernement, offrant un tremplin tout trouvé à la défense exaltée des libertés. Cet avantage idéologique permet de mobiliser l'opinion dans l'opposition aux utopies technocratiques du rapport Cléry-Melin et Coll,
et au médicocentrisme exacerbé du rapport rédigé par les PRS. Pichot et Alilaire du groupe de travail sur la pratique de la psychothérapie, sous l'égide de l'Académie de médecine. Les internes en psychiatrie, dans une mesure variable, et les psychologues cliniciens, de manière plus approfondie, bénéficient d'un enseignement de la psychopathologie et d'une propédeutique à la connaissance de la psychanalyse et des psychothérapies. Dans les deux cas, la formation comporte des pratiques cliniques et thérapeutiques supervisées, au mieux élaborées théoriquement en équipe ou en groupe de travail et obligatoirement en psychologie, la rédaction d'au moins un mémoire théorico-clinique, parfois 3, en maîtrise pour le DESS et pour le DEA, et parfois une thèse. À défaut d'internat en psychologie, il en est question dans plusieurs projets. La formation des psychologues comporte toujours, outre la formation scientifique de base dans tous les domaines de la psychologie, des stages dont les exigences ont été régulièrement accrues ces dernières années, notamment le stage obligatoire en psychiatrie comme condition d'accès au DESS clinique. Il faut rappeler qu'au terme de la sélection par les examens dans le premier et le deuxième cycle, il y a une sélection rigoureuse à l'entrée dans le DESS de psychologie clinique et pathologique, de loin les plus demandés, et qu'un numerus clausus fixé par le ministère est une des conditions de son habilitation. Il s'agit, au terme d'une sévère sélection, d'une formation clinique associant la fréquentation des lieux de soins psychiques sous la responsabilité d'un responsable de stage, donc de la confrontation avec les troubles mentaux, avec le savoir-faire des praticiens chevronnés et avec les institutions spécialisées. Des supervisions, des formations pratiques à l'entretien sont données à l'université, mais de manière diverse selon les UFR. En ce qui concerne les psychothérapeutes autoproclamés, comme le dit Bernard Accoyer, autorégulés comme s'en défendent ceux-ci, B. Brusset précise par ailleurs. Les psychothérapeutes qui ne s'autorisent que d'eux-mêmes peuvent être convaincus d'avoir un don ou un charisme personnel, récuser tout savoir, croire à l'efficacité thérapeutique de la spontanéité, du geste qui suffit, ou avoir suivi une formation dans un institut privé, une école comme il en existe beaucoup, une formation de 8 jours ou de 3 ou 4 ans avec ou non un prérequis, souvent à Bac+3. Ils peuvent obtenir, comme tout guérisseur, des effets thérapeutiques, mais à l'aveugle et non sans risque pour le patient, ne serait-ce que le retard d'un traitement correct. Comment pourraient-ils savoir ce qu'ils font sans un minimum de connaissances sur les enjeux de leur pratique, c'est-à-dire sur la psychopathologie, ce qui requiert une formation clinique? Il est donc logique que dans les différentes versions des projets d'amendement en débat pour réglementer la pratique de psychothérapie, le coup d'arrêt le plus sévère est de la réserver, à défaut de critères d'évaluation objectifs, aux titulaires des diplômes de médecin et de psychologue. Il devrait être clair que ces diplômes ne peuvent en la matière que constituer des prérequis, une condition nécessaire mais non suffisante à la formation, à la qualification en psychothérapie et a fortiori à son évaluation. En effet, sauf à donner un sens très large à cette notion, il s'agit des psychothérapies spécifiques dans diverses méthodes de traitement, la psychanalyse occupant une place majeure et différente. L'exigence d'une formation universitaire préalable. Pourquoi considérer comme une nécessité cette formation préalable? La pratique psychothérapique des psychologues cliniciens et des psychiatres en est une illustration. Comment en effet envisager de mettre en œuvre un cadre psychothérapique s'il n'y a pas au préalable une évaluation psychopathologique de la situation clinique? Comment ne pas se référer à un modèle de compréhension psychopathologique des processus psychiques à l'œuvre chez un patient en souffrance psychique? Contrairement à ceux qui pensent que cette perspective nous enfermerait dans un modèle médical de la psychothérapie, il suffit de rappeler les origines historiques de la psychopathologie, de Jaspers, compréhension psychologique de la maladie mentale, à Freud, compréhension des processus psychiques, du normal au pathologique, ce afin d'asseoir sa différence et sa complémentarité avec la psychiatrie et la psychologie clinique. C'est parce que le nombre des praticiens de la psychothérapie non médecins et non psychologues s'est accru ces 30 dernières années de façon anarchique en France, ceux-ci exerçant essentiellement en libéral et se réclamant d'un courant dit humaniste, né en Californie dans les années 1960 en réaction contre les approches d'inspiration psychanalytique jugées comme trop intellectuelles et ne faisant pas de place au corps. Ils se sont organisés en associations et syndicats pour revendiquer la protection légale d'une profession de psychothérapeute,
hors des champs de la médecine et de la psychologie. En réglementant l'usage du titre de psychothérapeute, l'État cautionnerait involontairement le développement en France de ces pratiques exponentielles et contredirait l'objectif recherché du législateur consistant à mieux protéger le public. Nous aurons jusqu'au bout lutté contre la perspective de protéger un titre de psychothérapeute, qui nous semble être une grave erreur au sens où cela ouvre la voie possible à la création de la profession de psychothérapeute, ce qui n'est ni souhaitable ni pertinent en termes de lisibilité des pratiques cliniques sur la scène sociale. La loi sur la réforme de la politique de santé publique. Le 9 août 2004 a été adopté l'article 52 de la loi relative à la politique de santé publique, texte qui précise: l'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après 2 ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute. L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85/772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées au 2e et 3e alinéa. Ainsi la loi a-t-elle choisi de réglementer l'usage d'un titre et non une activité professionnelle, la psychothérapie, ou une nouvelle profession de psychothérapeute. Rien en effet n'indique dans la loi quels devraient être les statuts ni les conditions de formation, de recrutement ou de rémunération d'une telle profession. Autrement dit, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.